Ok, super. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter une réflexion que j'ai menée et que je mène avec Philippe Barret à l'Université catholique de Louvain et qui a fait l'objet d'un chapitre de l'ouvrage. Donc, hop, pour point de départ de cette présentation, simplement deux petits éléments de contexte, de grandes lignes de contexte plutôt, à partir desquelles on a réfléchi. Donc d'abord la nécessité d'une transition des systèmes agricoles. Je pense qu'il y a consensus dans la salle. Deuxièmement, le constat d'une forte complexité avec une multitude de régimes sociotechniques et de niches qui sont en interaction. Et donc, on s'est posé trois questions. D'abord, de quelle transition on parle ou de quelle transition au pluriel on parle, par quel type d'acteurs elles sont mises en œuvre et avec quelles conséquences. Alors, quelle transition nous, on a travaillé sur l'idée d'une transition agroécologique, qui elle-même peut avoir plusieurs définitions. Et on a cherché à construire un outil de réflexion sur cette transition agroécologique en intégrant la dimension multi-acteurs et multi-échelle de la transition. Donc, vous allez voir, c'est assez concret. En fait, on a identifié deux axes qu'on a trouvé intéressants pour classer les différentes initiatives de transition agroécologique. Donc, le premier axe que vous avez ici, il s'intéresse aux acteurs qui sont impliqués dans les dynamiques de transition, avec, pardon, ça a bougé tout seul, à un pôle, l'idée de collectif d'acteurs spécifiques, donc des démarches qui sont centrées sur un petit nombre d'acteurs qui forment un collectif homogène. Et à l'autre pôle, des démarches inclusives, donc là, qui vont chercher à intégrer une plus grande diversité d'acteurs, quitte à ce qu'ils aient des visions et des pratiques différentes. Le deuxième axe qu'on a identifié pour cette classification, ce sont donc les stratégies d'innovation, avec ici à un extrême une logique adaptative, donc adapter, partir des systèmes existants, partir des pratiques existantes, et les adapter progressivement vers plus de durabilité. Et puis, à l'autre extrême en haut, vous avez des stratégies d'innovation plus radicales, donc ici, une réinvention des systèmes vers des modèles agroécologiques basés sur des services écosystémiques, incluant les dimensions sociales, etc. Combinant ces deux axes, on peut, du coup, on définit quatre cadrans, quatre espaces auxquels on a donné un nom composé des pôles. Et on a cherché à caractériser ces quatre types d'initiatives. Je vais vous donner des exemples juste après. Donc, l'hypothèse qu'on fait, en fait, derrière ça, c'est de se dire, dans ces quatre cadrans, on a des initiatives qui ont des propriétés et des conséquences différentes. Voilà, donc ici, vous avez quelques éléments de détail sur chacun des cadrans, chacun des types d'initiatives. Donc d'abord, on a les approches qui sont classées comme radicales spécifiques. Donc spécifiques parce que ce sont des initiatives à petite échelle sur des groupes d'acteurs déterminés. Et puis radicales dans le sens qui vont chercher des innovations très fortes par rapport au système existant. Des exemples qu'on peut trouver ici, ce seraient des logiques de permaculture, l'établissement de micro-fermes, tous les projets d'agriculture urbaine.
Deuxièmement, on a les initiatives de type radin, donc à la fois radicales dans les innovations qu'elles proposent, radicalement nouvelles, mais inclusives, donc cherchant à travailler avec la collectivité des acteurs existants. Et on peut mettre ici, par exemple, l'agriculture de conservation, qui propose des innovations de pratiques relativement fortes, mais qui peut s'adresser potentiellement à un très grand nombre d'agriculteurs qui eux-mêmes s'inscrivent dans différents modèles et dans différentes filières. Troisièmement, on a des initiatives de type AD1. Donc, AD pour indiquer qu'ici, on est dans une logique d'adaptation des pratiques depuis les systèmes existants. Et puis, un pour dire qu'on est sur des démarches ici aussi inclusives, donc qui vont chercher à faire évoluer un grand nombre d'acteurs qui peuvent être divers. Et donc là, ce qu'on a pu classer ici, c'est par exemple les démarches d'agriculture raisonnée ou encore le plan éco-phyto. Et quatrièmement, donc on a des initiatives ADSP, AD, donc encore une fois, des pratiques dans une logique d'adaptation des pratiques existantes qu'on va chercher à ajuster pour réduire leur impact, mais spécifiques, donc qui vont s'adresser à des groupes d'acteurs relativement homogènes sur une échelle limitée. Les AOP peuvent être un exemple de ça. Voilà. Et donc l'idée, c'est pas du tout d'évaluer les types les uns par rapport aux autres, mais plutôt de comprendre comment ces différents types d'initiatives peuvent venir contribuer aux dynamiques de transition. Donc ici, vous avez le fameux schéma de Gilson-Scott, dans lequel on a essayé de placer les 4 types d'initiatives. Évidemment, donc, certains sont plutôt au niveau de la niche, et puis d'autres sont plutôt au niveau des régimes socio-techniques majoritaires. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a un phénomène temporel, et donc il y a des initiatives qui, au départ, sont dans un des espaces et puis se déplacent au long des espaces. Voilà, donc ça, c'est une proposition qu'on amène pour discuter des contributions relatives des différents types d'initiatives aux dynamiques de transition. Voilà, je pense que je suis allée assez rapidement et je suis à votre écoute pour des questions et des échanges. Merci Clémentine. On va passer à la phase des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle? Est-ce que François Casabianca demande, est-ce qu'il y a un exemple de la figure des radines ou radins? Alors, les radins. Assez positif. Oui, radin, c'est par exemple, j'ai parlé donc de l'agriculture de conservation. On pourrait classer là aussi la diversification des cultures, la rediversification des cultures. Donc, on est sur des pratiques qui peuvent être fortement nouvelles, mais qui cherchent à s'adresser à un large public. Voilà, il y a la classification n'est pas totalement stricte et il y a des initiatives qui peuvent se déplacer d'un cadran à l'autre, notamment ou qui peuvent occuper plusieurs cadrans. Donc, typiquement, dans la diversification des cultures, on peut avoir des dynamiques de diversification qui sont plutôt dans des logiques adaptatives, simplement ajouter une culture dans la rotation, qui est une culture qui a déjà une filière existante, etc. Ou on peut avoir des pratiques qui sont vraiment radicalement nouvelles, comme le intercropping, les mélanges de cultures, etc., avec des enjeux de création de filières. Mais peut-être pour réagir aussi à ça,
en faisant cette classification, on s'est rendu compte que les 4 types d'initiatives n'étaient pas autant occupés les uns et les autres. Donc, il y a quand même des choses qui sont plus rares. Et typiquement, il me semble que les 2 extrêmes sont assez occupés. Donc, les radicales spécifiques, les démarches à petite échelle très innovantes. Et puis, à l'autre extrême, des démarches d'adaptation qui, elles, vont être inclusives et chercher à parler tous les acteurs. Voilà. Mais on a quand même trouvé des exemples dans les 4 cadrans. Je vais dire une deuxième question sur la figure du diagramme de Giles et Scott. Oui. Vous donnez l'impression d'une vision évolutionniste avec un système qui s'imposerait. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est une question de Guy Durand. Alors, je pense qu'on n'en est pas encore là dans la réflexion. Mais je prends ça comme une piste pour challenger le modèle et l'affiner. Et donc, il y a un autre commentaire qui permettrait peut-être de challenger votre réflexion. Un commentaire ou une question de Sylvie Lardon qui dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le régime puisse se fractionner, s'hybrider avec des niches ?» Ben oui, oui. Et donc là, c'est presque indépendant de notre classification, je crois. On peut penser que les changements, les adaptations inclusives, enfin la dimension inclusive, soit radicale, soit adaptative, peuvent peut-être faire justement changer ce régime sociotechnique et plutôt l'éclater d'une manière différente, et auquel cas on n'aurait pas l'hégémonie d'un régime, mais peut-être d'autres alternatives. Ouais. Ouais, c'est un très bon axe de réflexion. Merci beaucoup. C'est comment ces types d'initiatives viennent affecter justement le régime dominant. Il y a une question, une main levée de Claire Cerdan, si tu veux prendre la parole. Oui, en fait, c'était pour réagir à ce que disait tout de suite Sylvie. En fait, dans l'ouvrage, il y a cette discussion, elle est abordée notamment par Claire Lamine qui essaie de montrer qu'il n'y a pas, on ne rejoint pas un régime sociotechnique dominant, mais il y a le développement d'un nouveau régime parallèle. Donc, c'est intéressant de vous inviter à lire le chapitre de Claire là-dessus. Ouais. Un micro-commentaire, Clémentine, je pense que sur la figure radicale spécialisée Raspé, il me semble que c'était là où il y avait des exemples de permaculture. Oui. Et puis, tu mets la question de l'agriculture urbaine, peut-être rediférenciée, parce que je pense qu'il y a plusieurs modèles dans l'agriculture urbaine qui sont soit radicaux, soit pas du tout. Enfin, plutôt la reprise du régime dominant, finalement. Oui, effectivement. Qui se développe de plus en plus dans les villes. Enfin, je ne sais pas si l'intention était derrière ça. Effectivement, on a différents types d'agriculture urbaine qui pourraient donc être mis dans RASP ici ou dans ATSP. Ouais. Alors, une question de Paulo Sidney Gomes Silva. De manière générale, dans lequel des cadrans pourraient se situer les expériences de transition agroécologique développées au Brésil par les agriculteurs familiaux? Ah ah. Pas forcément regardé, de fait. Donc, on est plutôt sur un groupe d'acteurs bien spécifique, hein, j'ai l'impression. Mais encore que agriculteurs familiaux au Brésil, ça peut être très large. Et puis, donc, tout dépend du type de pratique de transition agroécologique qui est cherché à être mise en œuvre. Alors, pour redescendre ici, ouais, je ne maîtrise pas complètement comment ce modèle-là fonctionne au Brésil.
S'il y a une autre personne qui veut... Ouais. Est-ce que Paolo, vous pouvez l'interpréter si vous connaissez la question, comment elle se décline au Brésil? Est-ce que ça vous inspire quelque chose pour le coup? Où est-ce que vous le metteriez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ou alors Claire, enfin, toi qui connais aussi. Claire, on t'entend pas. Je vais peut-être laisser réagir Paolo et je compléterai derrière. Hein. Si Paolo a quelque chose à dire. Non? Je ne le vois pas ouvrir son micro. Bah, vas-y, Claire, et peut-être que le temps. Juste pour dire que finalement, nous, on avait travaillé au Brésil. Alors, c'est pas qu'au Brésil, on a travaillé sur des dynamiques de transition agroécologique dans le cadre d'un ouvrage. Et donc, on était plusieurs auteurs à expérimenter des innovations marchandes hein, pour favoriser la transition agroécologique. Et en fait, on avait pris l'exemple de Ecovida, donc un modèle qui revendique une certification alternative, hein, les dispositifs de garantie participatif. Et on l'avait positionné en fait dans alors je ne sais plus le nom, enfin, dans le carré des radicaux et spécifiques. Voilà. Par contre, on avait effectivement d'autres expériences. Donc là, j'avais pris l'expérience, moi, de Agreco. Donc, c'est une association de producteurs qui fait des fruits et légumes et qui ont beaucoup travaillé avec, au départ, des supermarchés hein, de la ville, de la capitale. Et finalement, eux, on avait posé ce dispositif, ce modèle d'agroécologie qui comme un dispositif innovant dans la relation et les innovations marchandes, mais qui ne remettait pas du tout en cause le modèle traditionnel. Et alors que Ecovida se distingue fortement de la dynamique locale, des dynamiques d'insertion, enfin, ils recherchent des autres modalités de commercialisation. Et donc, c'est pour ça qu'on les avait mis dans une posture beaucoup plus radicale que les producteurs de l'association des producteurs agroécologiques qui, eux, étaient plus inclusifs, on va dire, et adaptatifs que les premiers. Voilà, donc il y a un ouvrage là-dessus, si vous êtes intéressé, on pourra vous les passer. Alors, il y a une question, la main levée de Guy Durand, et puis un commentaire de Marc Pirot qui dit « Toutes ces questions renvoient aussi à l'échelle d'analyse sur un territoire ou au niveau national ». Absolument. On pourra commenter à la suite. Guy Durand, vous pouvez ouvrir. Moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, justement sur l'utilisation du diagramme de Gilles Scott. Et ça me pose question la manière dont c'est présenté, parce que ça donne l'impression effectivement qu'il n'y a qu'une seule possibilité d'adaptation, alors que finalement, il y a, pour revenir à l'ouvrage sur la coexistence, on peut très bien imaginer de la coexistence de divers régimes, divers types et avec effectivement pour chacun de ces types qui vont effectivement s'imposer l'utilisation du diagramme en question et qui n'est pas forcément celui que vous avez mis en Adine, c'est ça, qui peut être une autre nature. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé avoir finalement dans ce diagramme plusieurs situations possibles, coexistantes justement. Tu veux répondre, Clément? Peut-être que, ouais, je ne sais pas si ma figure, du coup, peut-être que ma figure porte à confusion, mais on voit bien une coexistence de ces différents types d'initiatives au même moment.